Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui parle de minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène, je suis professionnelle du tri et du désencombrement certifiée et ma famille et moi pratiquons le minimalisme depuis maintenant plusieurs années. Je suis maman de 3 ados. Dans ce podcast, vous trouverez des astuces, des méthodes et des réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Aujourd'hui, j'ai une invitée de marque, l'hôte du podcast à succès J'ai peur donc j'y vais, Steph de Blue Lips, coach certifié avec qui nous allons parler peur, pensée limitante et aidante et lâcher prise pour nous aider à aller un petit peu plus loin dans notre tri ou pour tout simplement apprendre à vivre mieux avec moi. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Steph. Bonjour Hélène. Merci d'être venue sur le podcast aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là. C'est vraiment réciproque pour le coup. Je suis un peu en fangirl là, puis je suis un peu stressée d'avoir une pro du podcast avec moi, donc Oula. Je stresse plus que d'habitude. Je te rassure, moi je dis toujours que je fais du podcast artisanal, donc... Oh bah bien, écoute, moi je fais du amateur, je peux faire les JO. Comme tous les épisodes, je vais commencer par te présenter. Tu t'appelles Steph et tu es coach professionnel à distance. Tu pratiques sous le nom de Steph Blue Lips. Et si ta voix n'est pas inconnue à certains et certaines d'entre vous qui nous écoutez, eh ben c'est que tu es aussi l'hôte du podcast à succès J'ai peur donc j'y vais, dans lequel tu partages des outils, des astuces concrètes pour aider tes auditorices à retrouver confiance en soi, à se sentir plus épanoui au travail et à la maison. Et si je t'invite aujourd'hui, c'est pour parler lâcher prise, pour nous aider nous, mais aussi nos enfants, à se débarrasser un peu plus facilement d'objets qui nous pèsent, mais dont on n'arrive pas à se détacher malgré tout. Alors, je vais commencer par ma question traditionnelle pour qu'on te situe sur le spectre du minimalisme. Quelle est ta définition du minimalisme et est-ce que tu te considères comme tel ? Pour moi, le minimalisme, c'est revenir à l'essentiel. Au-delà de l'essentiel, garder vraiment ce qui nous fait plaisir, que ce soit dans nos possessions, dans les relations, dans les activités. Ce que je trouve pas évident, notamment aujourd'hui, on a un peu envie de tout faire, tout avoir, tout être. Et je trouve que c'est un peu prendre le contre-pied de ça et revenir vraiment à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous fait du bien. Et est-ce que je suis moi-même minimaliste ? J'y ai pas mal réfléchi et figure-toi que ma première réponse aurait été non. Et récemment, je suis rentrée en France dans ma famille et on m'a fait cette remarque en me disant que j'étais minimaliste. Donc moi, j'aurais dit non, mais peut-être qu'en réalité, je suis un peu minimaliste. En tout cas, c'est vrai que peut-être d'avoir pas mal voyagé, beaucoup déménagé à l'étranger, etc., j'ai pris cette habitude de posséder peu de choses. Et donc, je pense que un peu oui. Pas totalement. Qu'est-ce qui, par curiosité, qu'est-ce qui fait que tu ne te serais pas mis là-dedans alors que les gens te voient comme ça ? Je pense que c'est d'avoir un peu regardé des vidéos sur YouTube de gens qui limite s'assoient par terre. Tu vois, c'est un peu mon image du minimalisme. Et je recherche la liberté et je pense que posséder moins, en l'occurrence, me permet de me sentir plus libre. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Quand on parle du tri, c'est une expression qu'on entend souvent. On parle que trier, c'est renoncer. Moi, je préfère dire que trier, c'est choisir. Mais on parle, dans le cas du minimalisme, renoncer à des objets. Pourquoi c'est si difficile ? Je pense qu'il y a plein de raisons. L'une d'entre elles, je dirais que c'est l'attachement qu'on peut avoir à certains objets, et notamment un attachement émotionnel. Il y a certains objets qui nous rappellent des souvenirs, et d'autres objets qui nous rappellent des événements. Tu vois, je sais que ma mère, elle a... Comme on appelle ça, là où tu mets les dragées après un mariage. On a une grande famille, donc elle en a beaucoup. Et donc je pense qu'il y a un attachement émotionnel comme ça à certains objets qui nous rappellent un événement ou une personne qui nous est chère, ou une période même de notre vie. Et donc on peut avoir peut-être le sentiment, quand on se débarrasse ou quand on renonce à cet objet, de se séparer peut-être parfois d'une partie de soi, même parfois d'une partie de notre identité. Je pense qu'ensuite il peut y avoir également la peur de manquer. On a peur de regretter d'avoir jeté un objet. Donc là, ça peut s'étendre à l'infini et je peux garder tout un tas de choses par peur, par projection de ce qui pourrait se passer si éventuellement dans le futur j'en ai besoin et que je l'ai pas. Alors parfois que ce sont des choses qu'on n'utilise pas. Je pense que certaines personnes ressentent de la culpabilité à l'idée de se débarrasser de certains objets qui leur rappellent une personne ou qui ont été offerts par des proches ou des objets qui appartiennent à des personnes qui peut-être sont décédées. Il peut y avoir une certaine culpabilité de se débarrasser, entre guillemets, de ces objets-là. Et puis je pense aussi que parfois, pour certaines personnes, c'est compliqué de faire le tri parce que l'objet a de la valeur aussi. Tu vois, tu te dis, ça, c'était cher, je l'ai acheté cher, et donc ça serait trop dommage de le revendre pour moins cher ou de m'en débarrasser ou de le jeter ou de le donner. Et donc je le garde juste parce que c'était une dépense ça a une certaine valeur.
Oui, donc il y a une autre culpabilité derrière, peut-être la culpabilité d'avoir dépensé autant d'argent dans un truc qui au final est peut-être pas si utile que ça, quoi. Comment tu fais? Parce que avec les personnes que tu accompagnes, je suppose que les sujets des peurs et des culpabilités, je suppose que c'est des choses auxquelles les personnes que tu suis sont confrontées quand même régulièrement. Quelle piste on peut commencer à explorer si on se rend compte qu'on est quelqu'un qui est effectivement ou pétri de peur ou pétri de culpabilité? Alors ça va être des thématiques différentes. Pour la question de la peur, je pense que déjà c'est identifier exactement ce qui nous fait peur. Parce que souvent la réaction qu'on a face à une peur, au sentiment de peur, c'est que c'est désagréable, j'ai pas envie de ressentir ça dans mon corps. Et donc ce qu'on a tendance à faire, c'est s'éloigner de ce qui nous fait peur. Et le problème c'est que ça nous permet pas d'identifier ce qui nous fait vraiment peur. Et c'est là souvent la clé, la première étape, ça va être déjà de creuser qu'est-ce qui me fait vraiment peur. Et parfois ça suffit à débloquer. La personne se rend compte que sa peur est pas tout à fait rationnelle, pas tout à fait ancrée dans la réalité. Et parfois juste ça permet de la dépasser. Donc ça va être vraiment la première étape, identifier, nommer. Et ensuite ça va dépendre de ce dont la personne a peur. Par exemple pour la peur de manquer, je pense que là, tout ce travail sur les projections qu'on peut faire, souvent moi ce que je suggère c'est commencer par se demander, ok, quelles sont les chances déjà que ça arrive ? Rien que cette question parfois peut nous faire prendre conscience que ce que je projette a peu de chances de se produire. Et ça marche pour plein de choses qu'on imagine, hein. On peut aussi se demander quel est le pire qui puisse arriver, parce que parfois le fait d'imaginer le pire scénario, souvent mes clientes me disent « Ah mais en fait ça va, c'est pas si dramatique que ça ». Et puis la question suivante, et qui est vraiment importante à mon sens, c'est « Et si ça arrive, si ce pire scénario se produit, qu'est-ce que je peux faire? Quelle solution j'ai ?» Donc se mettre vraiment en mode recherche de solutions et s'auto-rassurer aussi en voyant qu'il y a des solutions, que même si le pire scénario arrive, je pourrais trouver des solutions. Et puis à l'inverse, c'est important aussi de se demander quelle est la meilleure chose qui pourrait se passer. Et là en l'occurrence, me sentir un peu plus légère, rentrer dans cette pièce et plus me sentir complètement submergée. Voilà, d'essayer de visualiser aussi les effets positifs de ce désencombrement qu'on est en train de faire, et puis essayer d'entretenir ces pensées qui nous aident à garder les choses en perspective. Parce que parfois on a tendance à beaucoup entretenir les pensées de peur, qui sont pas tout à fait rationnelles, pas forcément des pensées qui sont aidantes, et là le but c'est de revenir en fait, à quelque chose qui est plus aidant. Tu disais que la culpabilité et la peur, c'était pas la même chose. En quoi tu les mets dans des sacs très différents? C'est juste le travail qu'on va faire dessus qui est un petit peu différent. Est-ce que tu peux me donner un exemple ? Par exemple, il y a des gens qui vont se sentir coupables de se débarrasser d'un cadeau qu'on leur a fait, alors qu'ils n'aiment pas ce cadeau. Là, c'est vrai que la culpabilité et la peur peuvent être liées si en plus de la culpabilité que la personne ressent, en plus elle a peur de ce que la personne pourrait lui dire, elle a peur d'être jugée. Et parfois, la culpabilité, c'est juste nous avec nous-mêmes. C'est-à-dire, personne ne va rien me dire, c'est complètement introjecté, c'est juste je m'auto-juge, en fait. Et donc là, ça va être un travail un petit peu différent de lâcher prise sur les attentes que l'on a envers soi-même et de se reconnecter avec ce qui est important. Parce que je sais que tu t'adresses à des familles, parfois j'ai des mamans, c'est un sujet un petit peu différent du minimalisme, mais ça va peut-être parler, des mamans qui sont très occupées et en même temps, par leur travail et par des obligations, etc., et ont aussi envie de passer du temps de qualité avec leurs enfants. Et parfois, certaines ont aussi besoin de faire une pause. Et j'ai une cliente il n'y a pas longtemps qui culpabilisait beaucoup parce qu'elle était à 80% à son poste. Et parfois, le mercredi après-midi, qui était dédié à ses filles, elle se sentait pas forcément l'énergie et la disponibilité. Elle était encore un peu dans son travail et elle culpabilisait beaucoup par rapport à ça. Et l'idée ici, c'est de voir que cette culpabilité, elle n'est pas aidante du tout. Parce qu'elle n'aide pas cette personne à être présente et elle n'aide pas non plus à dire bon désolé les filles, je vous laisse jouer en autonomie et maman elle va prendre 10-20 minutes pour soi, pour elle-même. Donc l'idée c'est de revenir à est-ce que cette culpabilité elle m'est utile, elle vient réparer quelque chose que j'ai mal fait, elle vient réparer un dommage que j'ai causé, ou est-ce qu'elle me bloque juste dans un mal-être qui m'aide ni à prendre soin de moi, ni à faire ce que je pense que je devrais faire. C'est là où il faut faire la différence entre une pensée aidante et une pensée qui est vraie. Parfois, je pense des choses qui sont vraies, même des choses négatives, mais qui sont vraies, mais qui ne m'aident pas. Si je me dis, par exemple, j'ai peu de chance d'être prise à cet entretien, peut-être que c'est vrai, parce que objectivement, je connais les autres candidats et je sais que voilà, ils remplissent beaucoup plus les critères de l'offre d'emploi que moi. Donc peut-être que c'est vrai, mais est-ce que ça m'aide ? Or, là, mon objectif, c'est de performer à cet entretien, c'est de montrer le meilleur de moi. Et quand j'écoute cette pensée, je me sens stressée, je me sens anxieuse, je me dévalorise, et donc je risque de sous-performer. Le parallèle que je peux faire là-dessus sur le minimalisme, en tout cas sur le désencombrement, c'est aussi quand on va se dire je vais jamais y arriver toute seule, il y a trop de trucs à faire. Effectivement, ça peut être vrai,
mais ça va pas t'aider à y aller, c'est ce que tu es en train de dire. Je pense que la question que tes auditeurs ou auditrices peuvent se poser, c'est avant tout, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quel est mon objectif? Et du coup, est-ce que ces pensées que j'entretiens, elles m'aident ou pas? Peu importe qu'elles soient vraies, mais est-ce qu'elles me rendent service ou pas? Merci pour ça. Je vais passer par ma prochaine question. On va parler du lâcher-prise, le fameux lâcher-prise. Moi, j'avoue que c'est une expression que j'entends beaucoup, qu'on voit beaucoup passer, notamment sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu mets derrière toi, cette notion de lâcher-prise? Pour moi, le lâcher-prise, c'est l'acceptation. Attention, accepter ne veut pas dire aimer. Ça veut dire accepter parce que j'ai pas le choix, parce que je suis face à une situation que je ne peux pas contrôler, parce que les choses sont telles qu'elles sont, j'ai pas de prise dessus. Et donc si j'accepte pas, je m'auto-condamne à ressentir des émotions désagréables. Et je lâche prise parce que il y a que ça à faire en réalité, et parce que sinon je me fais du mal. Donc c'est un peu arrêter de lutter contre ce qui est. Et donc c'est vrai que j'ai l'impression que dans un peu cette injonction à lâcher prise qui est un peu en sous-texte derrière détends-toi, arrête de trop réfléchir, arrête de trop penser. Je suis pas fan moi de ça. En fait, je pense que dans le minimalisme, on parle plus, à mon sens, je mettrais plus le mot choix. C'est de faire des choix alignés. Lâcher prise, faut pas que ce soit une injonction en mode voilà, comme je disais avant, arrête de réfléchir. Je pense que s'il y a des peurs, s'il y a des pensées, s'il y a des inquiétudes, il faut les traiter pour pouvoir ensuite lâcher prise. Mais juste dire à quelqu'un lâche prise, c'est bon, ça va aller, arrête. En gros, arrête de te prendre la tête, je pense que c'est pas toujours efficace. Et est-ce qu'il peut y avoir un problème de lâcher prise, justement, parce que je l'entends aussi dans le désencombrement, quand on parle par exemple de faire le tri de choses qu'on a héritées. Est-ce que là on peut parler qu'il faut vraiment lâcher prise là-dessus, sur ce genre de tri? Est-ce que tu associes ça du coup au fait de faire le deuil? Ah, mais peut-être, je sais. Moi, alors personnellement, j'ai jamais été dans le cas. Donc j'aurais du mal à... Est-ce qu'on peut parler de lâcher prise là ou pas? Je sais pas, dans la définition que je t'ai donnée, non, mais il y a peut-être des personnes qui seront pas d'accord avec moi. Là, je pense que c'est plutôt faire un travail, laisser le travail de deuil se faire. Et là, on est dans l'attachement émotionnel, en fait, qu'il peut y avoir avec l'objet. Et donc, quand tu parles de lâcher prise, tu parles d'acceptation. Nous, on a été, par exemple, face à ça, où, de toute façon, même si on voulait pas être minimaliste, quand on est parti de Nouvelle-Zélande, vu le prix du container, c'était pas financièrement possible de prendre tous nos objets avec nous. Donc même si on avait voulu, de toute façon, il n'y a pas le choix. Je pense que lâcher prise, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, c'est un travail de chacun avec lui-même, et c'est d'être capable de se dire, là, en fait, je n'ai pas le choix, et si je résiste, si je suis dans la lutte, la seule chose que ça génère, c'est de me faire du mal. Il y a une expression que j'aime bien, que je dis souvent, deux. La première, c'est « aucun niveau d'inquiétude n'a le pouvoir de changer le futur ». Et de la même manière, aucun niveau de culpabilité n'a le pouvoir de changer le passé. Et je trouve que ça encapsule bien cette idée de lâcher prise. C'est-à-dire, peu importe les pensées que tu vas avoir, peu importe à quel point tu veux pas que ça se passe comme ça, en fait, si les choses sont ainsi, si t'as pas le contrôle dessus, si t'as pas de prise dessus, ça va être comme ça. Et tout ce que t'es en train de faire, c'est te faire du mal à toi. Et je pense que ça, c'est pas évident à accepter parce qu'on a besoin de contrôle dans la vie. Et parfois, cette perte de contrôle, elle est compliquée. Je prends un exemple, mais parfois, il y a des personnes qui ont des relations compliquées avec leurs parents, des personnes adultes, bien sûr, ça peut être à n'importe quel âge, et qui ont envie que leurs parents changent, par exemple. Du coup, elles veulent ça très très fort, mais c'est pas sous leur contrôle. Et donc, tout ce que ça génère, c'est qu'à chaque interaction avec leurs parents, elles sont frustrées, elles sont déçues, elles sont insatisfaites. Mais ça vient de l'attente de base de cette croyance que je peux les changer. Or, non, j'ai pas le contrôle là-dessus, j'ai pas le contrôle sur le comportement des autres. Donc ça marche malheureusement pour plein de choses dans la vie, et ça c'est dur pour l'être humain à accepter. C'est dur qu'il y a plein de choses qui ne sont pas sous notre contrôle, mais le fait d'en prendre conscience et de l'accepter, c'est ce qui va permettre ensuite d'être beaucoup plus léger, et de mettre mon énergie là où j'ai le contrôle. Parce que parfois, on se détourne de ça. On ne met pas l'énergie là où je peux faire des choses. Donc l'exercice que je voulais mentionner, c'est de faire un cercle sur une feuille. C'est tout simple, mais c'est hyper efficace, mais il faut le faire pour que ce soit efficace, pas juste dans sa tête. Tracer un cercle, et à l'intérieur de ce cercle, écrire toutes les choses sur lesquelles j'ai le contrôle dans la situation qui m'embête, on va dire. Il y a pas mal de choses, et là, parfois aussi, c'est ce qui permet de reprendre son pouvoir, de voir, ok, j'ai le contrôle sur toutes ces choses-là, c'est sur ça que je vais pouvoir agir, et en dehors de ce cercle, mettre toutes les choses sur lesquelles j'ai pas le contrôle. Et ça, j'aurais beau faire ce que je veux, je ne peux rien, j'aurais pas d'impact, ou très peu. Et donc l'idée, c'est de revenir sur ce qu'il y a à l'intérieur du cercle, et travailler sur ce qu'il y a à l'intérieur du cercle. Et ce qu'il y a à l'intérieur du cercle, ça peut être mes décisions,
ce que je dis, ce que je fais, mes attentes. Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles j'ai le contrôle. Je suis souvent confrontée à des gens, moi et mes collègues home organizers, où c'est mais moi j'aimerais bien désencombrer, moi j'aimerais bien être, mais mon conjoint il veut pas, il est incapable je dis il parce qu'on s'intéresse quand même beaucoup à des femmes, mon conjoint lui il accumule, donc tant qu'il est comme ça en fait, moi ça sert à rien que je me lance là-dedans. Je pense que la première personne sur laquelle on a un impact, c'est nous. Et justement, le fait de soi-même montrer l'exemple, c'est aussi ce qui va permettre aux autres de voir que, ah ouais, c'est pas mal. En fait, l'autre va pouvoir percevoir les bénéfices. Et c'est ce qui, souvent, provoque le plus de changements. Enfin, moi, je me souviens qu'il y a 10 ans, un peu plus maintenant, je suis devenue végétarienne. Et j'étais vachement dans tout le monde devrait devenir végétarien. Et ça marchait pas. Tout le monde s'en foutait de mon discours. Et c'est avec les années... Et ça prend du temps. Alors le but, c'est pas de montrer l'exemple en voulant changer l'autre, parce que là, encore une fois, on essaye de contrôler. Voilà. C'est plus je commence par moi, à faire ce qui me fait du bien à moi, et puis ça va sans doute, ou pas, inspirer les autres. Mais effectivement, des années après, mon père est devenu végétarien, mes amis aussi, parce qu'ils ont vu au fur et à mesure qu'en fait, toutes les croyances qu'ils avaient, du type c'est compliqué de manger au resto, la santé, je vais manquer de protéines, tout ça en fait c'était faux. Et j'ai pas eu besoin de leur bourrer le crâne avec les idées que j'avais, mais plutôt à montrer, regardez, c'est facile, tout va bien. Et je pense que ça peut être exactement pareil avec le minimalisme. C'est de commencer par soi, par son espace à soi, par ses affaires à soi, et puis laisser l'autre faire son cheminement aussi. Parce que soi-même, en général, pour les personnes qui t'écoutent, je pense qu'elles ont fait ce cheminement vers ce mode de vie minimaliste, et les autres ont peut-être aussi besoin de temps pour le faire. Eh bien écoute, je suis ravie que tu dises tout ça. Donc si on revient un petit peu, juste un tout petit peu en arrière, on a parlé des peurs et des croyances qu'empêchent les gens d'avancer au tout début de l'épisode. Quels conseils pratiques on pourrait donner aux personnes qui ont justement identifié ces peurs? Tu disais au début de l'épisode que c'était important de les nommer, peut-être déjà. Donc je les ai nommées, mes peurs, j'ai nommé mes croyances qui m'empêchent d'avancer dans mon minimalisme. Je t'en donne quelques exemples, hein, mais c'est mes enfants, si je suis minimaliste, les enfants vont manquer de quelque chose. Chez moi, ça va devenir froid et impersonnel. Bref, une fois qu'on les a identifiées, ces peurs, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faut revenir aussi à la motivation qu'on a des dépasser, parce que le but, c'est pas de faire des choses qui nous font peur ou de se confronter à ces peurs juste pour le plaisir, c'est de revenir aussi à son pourquoi. Pourquoi j'ai envie de me lancer dans cette démarche plus minimaliste, pourquoi c'est important pour moi. Et déjà ça permet de se motiver aussi à dépasser ses peurs, de voir qu'on ne le fait pas pour se faire du mal. Et puis ensuite, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de solution magique avec les peurs, il faut s'y confronter petit à petit. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de faire le travail que j'ai fait avant sur les projections, pour déjà désarmer certaines peurs, pour voir que elles sont peut-être pas tout à fait ancrées dans la réalité. Et puis ensuite, une fois qu'on a validé ça, ça va être de faire des petits pas progressifs. Peut-être que je vais pas vider ma maison en entier dès le début, mais je vais peut-être commencer par un coin d'une pièce, ou par certains objets, ou par une pièce, peu importe, mais faire un petit pas qui nous semble faisable, et voir comment est-ce que je me sens. Est-ce qu'effectivement mes craintes sont en train de se réaliser? Est-ce qu'effectivement mes enfants pleurent tous les jours parce qu'ils manquent de je ne sais quoi ou pas? Et avancer comme ça, et c'est comme ça qu'on gagne confiance en soi aussi. C'est-à-dire je fais un petit pas, je vois que ça se passe bien, je peux en faire un autre, et à chaque fois essayer de se faire un feedback aussi. Oui, donc c'est pas de se confronter à ses peurs, c'est plus de se confronter à la réalité en fait. Ouais, et de s'y confronter dans l'action aussi, mais progressive. Et aller regarder derrière cette peur, est-ce que ça se confirme ou pas? Et bien souvent, on se rend compte que non. Et on se rend compte aussi qu'on en retire des bénéfices. Parce que souvent, les personnes qui s'engagent dans cette démarche minimaliste, elles sont à la recherche de quelque chose. Et donc, il y aura ce bénéfice aussi qui va peut-être compenser les difficultés qu'elles pourraient rencontrer. J'aime bien la notion d'aller petit à petit, c'est tellement loin de moi, c'est tellement quelque chose sur lequel je travaille depuis pas si longtemps que ça. Alors, on parlait juste avant, on parlait de ce que tu peux contrôler et ce que tu peux pas contrôler. Effectivement, si mon conjoint n'a pas envie de se débarrasser de sa collection de casquettes, je peux pas faire grand chose. Par contre, c'est pas la même relation qu'on a avec les enfants, on est là aussi pour les guider. Donc, comment on peut faire justement si on est dans cette démarche minimaliste, ou cette démarche de tri avant le minimalisme, et qu'on est face à des enfants qui eux-mêmes, quand on est dans le processus, font part d'inquiétude, de peur, de culpabilité. Déjà, comme on disait avec le conjoint, pareil pour les enfants, montrer l'exemple, c'est aussi important, puisque les enfants s'inspirent grandement des parents. Et puis ensuite, je pense que c'est important d'être à l'écoute aussi, parce que parfois on peut avoir tendance à vouloir imposer, parce que ces enfants, ils doivent obéir.
Et je pense que c'est pas forcément le meilleur moyen de les embarquer dans un nouveau mode de vie ou une manière de penser ou peu importe. Et c'est peut-être d'être à l'écoute de leurs préoccupations, justement d'être à l'écoute de ce que eux ressentent, parce que c'est des petits êtres humains qui aussi ressentent plein de choses, et peut-être d'aller les sécuriser, parce que comme soi-même on a besoin d'être sécurisé, eux aussi en ont peut-être besoin, et puis bien sûr les impliquer. Parce que je pense que le pire, ce serait d'aller prendre les jouets et les jeter sans leur consentement. Je pense que ça serait assez fatal pour la relation, même parent-enfant. Là aussi, ça va demander de la patience, du coup, parce que, voilà, faut les embarquer, mais les impliquer, leur donner le sentiment qu'ils ont le choix, en fait, qu'ils font partie de ces décisions-là. Et ils ont, je pense, besoin de sentir qu'ils sont considérés, qu'ils ont un peu le contrôle aussi, mais tout en étant quand même... effectivement guidés par le parent qui donne une direction, et donc ils ont une certaine liberté de choix, mais dans un cadre qui est fixé par les parents. Mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est de communiquer, d'essayer de trouver des compromis et de ne pas imposer, parce que je pense que si l'enfant exprime des craintes, elles ont aussi besoin d'être entendues. Et ça va vouloir aussi dire gérer l'émotion qu'il y a derrière. Et donc là, ce qui va être important, c'est aussi gérer soi-même ses émotions face aux émotions de l'enfant. Parce que c'est ça parfois qui est compliqué en tant que parent, de voir son enfant qui est triste, c'est pas évident, de voir son enfant qui se sent mal. Et là où on peut avoir tendance à dire non mais t'inquiète, garde tout. Et là l'idée c'est aussi de soi-même apprendre à gérer les émotions qu'on peut ressentir. Et parfois, on a des réactions émotionnelles et on comprend même pas d'où elles viennent. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le fait d'identifier ses peurs. Là, c'est pareil, le fait de se connaître. Et là, je vais prendre mon métier. En tant que coach, je reçois plein de choses. Et c'est super important pour moi de me connaître, d'avoir fait un travail sur moi pour faire attention à pas être, comme on va dire en français, trigger, de pas être déclenché en fait par les ressentis des autres et pas plaquer sur eux mes interprétations, mes sentiments, mes réactions, mes envies, etc. Et c'est un peu pareil quand on est parent, finalement. C'est d'avoir suffisamment de recul sur soi aussi pour pouvoir considérer l'enfant comme pas la suite de soi, mais comme un petit être à part qui a ses émotions et qui du coup va avancer avec ça. Ouais. Mais si on revient au minimalisme, il y a parmi les peurs dont j'ai parlé un peu plus tôt, la peur de mais mes enfants vont peut-être manquer, ils vont mal le vivre. Ça, c'est clairement un truc qu'on plaque nous. Tant que je commence dans mon désencombrement, ma vie minimaliste, je vois que derrière le fait que j'ai accumulé depuis certaines années, il y a telle ou telle peur. Donc c'est très bien, je les ai nommées. J'ai fait le petit exercice que tu as suggéré, tout ça. Mais je me rends compte que j'arrive pas à m'en sortir toute seule et je veux me faire accompagner. Comment tu pourrais m'aider, moi, si j'arrive en disant... Voilà, je viens d'identifier que j'avais peur de manquer dans la vie et ça me bouffe la vie. Je te dirais justement, on va pas faire un accompagnement ensemble parce que je pense qu'un suivi psy serait un peu plus adapté. Je suis toujours très honnête là-dessus. Je pense qu'il faut bien segmenter les choses. Les psychologues, psychothérapeutes ont leur rôle et justement de venir guérir peut-être aussi, enfin pas eux avec leurs petites mains, mais de donner des clés et une voie pour guider les personnes à guérir. De certaines choses du passé, à comprendre comment ça influence leur présent, etc. Dans le coaching, on va travailler dans le maintenant et dans le qu'est-ce qu'on fait. Si tu viens me voir, on va travailler sur ce qui se passe là chez toi maintenant, dans des actions concrètes. C'est pour ça aussi que je parlais de petits pas. En tout cas, c'est mon approche à moi, mais c'est pas le cas enfin, chaque coach a son approche. Mais d'aller regarder qu'est-ce que tu te dis, comment tu fonctionnes au niveau de tes pensées, puis comment tu te sens, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Et puis travailler sur la partie comportementale aussi, c'est-à-dire faire petit pas par petit pas, mais du coup en étant encadré, ce qui te fait peur, pour justement gagner confiance en toi en avançant comme ça. L'idée, voilà, c'est vraiment d'être ancré dans le présent, et pour moi en tout cas de partager des outils et des clés qui permettent d'entrer en action. Après, moi, je travaille beaucoup sur les peurs. C'est une de mes thématiques préférées, d'où aussi le titre de mon podcast. Mais ça va être sur des choses que tu rencontres là maintenant tout de suite. Et là, en fait, en l'occurrence, tu as donné l'exemple de la peur de manquer. Souvent, ça vient quand même de l'enfance, de certaines situations qu'on a vécues. Parfois, il peut y avoir des traumas aussi, des personnes qui ont perdu leur job du jour au lendemain et qui se sont retrouvées dans des situations difficiles. Donc là, il y a peut-être des choses à régler, en fait, si on est sur des choses comme ça. Si par contre, t'as pas ces choses-là, t'as pas ce passif-là, et que tu as ces peurs-là, on peut tout à fait travailler en coaching et avancer comme ça. Mais parfois, il y a besoin de faire un travail en amont si ce sont des choses ancrées soit dans des traumas, soit dans l'enfance, etc. Et je suppose qu'il y a des thématiques qui reviennent. C'est quoi les grosses thématiques qui reviennent chez toi? Je dirais en premier la confiance en soi, l'estime de soi, parce que c'est quand même deux choses différentes, mais souvent on confond. Ça, c'est vraiment... c'est mes thématiques chouchou parce que ça a un énorme impact dans la vie des gens.
Et puis ensuite la reconversion professionnelle, puisque moi-même j'ai eu un parcours de reconversion compliqué et sinueux. Et donc aujourd'hui j'ai créé un programme pour aider des personnes justement avec une méthode pas à pas pour trouver leur voie. Je pense que j'ai à peu près encore 2000 questions à te poser, mais malheureusement on n'a pas 2000 heures devant nous, donc peut-être que je serai obligée de te réinviter un de ces quatre sur le podcast. Si on a d'autres questions du coup à te poser et qu'on a envie de rentrer en contact avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver, comment on rentre en contact ? Et bien via Instagram, n'hésitez pas à me faire un message privé avec des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et mon Instagram c'est Steph Blue Lips. Bien, de toute façon je mettrai tous les liens en description. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer, ou est-ce que tu penses qu'on a à peu près, alors pas tout dit parce que c'est un vaste sujet, se lâcher prise et ses peurs ? Voilà, mon message c'est d'oser, tout simplement. J'y vais mais j'ai peur, ou j'ai peur mais j'y vais. C'est ça. Voilà, d'où le podcast. Merci beaucoup Steph, c'était un réel plaisir. Et puis j'espère à très très bientôt en tout cas. Merci Hélène, à bientôt. Et voilà pour l'épisode du jour. J'espère que mon échange avec ma superbe invitée vous aura plu et que vous y aurez trouvé quelques clés pour aller un petit peu plus loin dans votre tri ou dans votre pratique minimaliste. Pour entrer en contact avec Steph, je mets tous les contacts en description. Si vous aimez ces épisodes, comme d'habitude, merci de prendre quelques minutes pour laisser des cœurs, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. C'est la meilleure manière de faire remonter le podcast et de le montrer au plus grand nombre. Et si vous voulez m'aider à couvrir les coûts du podcast de manière beaucoup plus directe, vous pouvez faire un don sur la plateforme Ko-fi des 3 €. Vous trouverez tout dans la bio. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.